En train de travailler sur un film au Maroc sur le grand écrivain Edmond Hamel El-Mallah. Elle va nous en parler tout à l'heure. À vous la parole. Merci Idriss. Que vous dire je ne suis pas écartelée. Parfois des gens me demandent est-ce que tu te sens plus juif ou plus arabe? Tu es moitié-moitié. Et moi ma réponse c'est je suis 100% arabe, 100% juive, 100% marocaine, 100% française. Mes identités, l'identité, elle s'additionne. Si tout le monde, si les gens, si l'humanité réussissait à faire entre tout ça la paix que moi je ressens en moi-même, tout ça peut très bien coexister ensemble et ça marche très bien. Merci beaucoup. Je ne suis pas écartelée. Voilà. J'ajoute encore un truc là-dessus, parce que c'est pas le plus important, mais c'est vrai que ça interpelle. C'est pas l'identité, c'est mon identité est beaucoup plus banale qu'on ne le pense. Je veux dire, tous les juifs marocains, nous étions plusieurs centaines de milliers, étaient à la fois juifs et arabes, juifs et berbères. Ils sont comme moi quasiment tous partis. Ça aussi, c'est pas du tout banal. Beaucoup d'entre eux sont allés en Israël et n'y sont pas restés. Ça aussi, c'est pas du tout banal. J'ai pas du tout une histoire exceptionnelle. Peut-être ce qui fait penser parfois ou dire que c'est un parcours exceptionnel, c'est que j'assume tout. Voilà, je n'ai pas choisi, je ne veux pas choisir et je ne veux pas qu'on me demande de choisir. Voilà, c'est notre vie, c'est notre destin, c'est pas nous qui avons choisi, nous avons été des pions de l'histoire et moi voilà, j'ai jamais voulu choisir entre mon arabité et ma judéité, voilà. Et si il y a une chose que j'ai choisie, c'est dans toute cette shakshuka, de toujours rester, en tout cas, en tant que documentariste, disons, du côté des perdants, de ceux qui ont moins la parole. Et c'est un peu ça, je crois, l'essentiel de notre mission, c'est de regarder ceux qui ne sont pas vus, c'est de recueillir la parole de ceux qu'on ne veut pas écouter, de retrouver les images manquantes, de parler de ceux qui ont disparu, comme El Barka, de porter modestement, au moins symboliquement, les valises de ceux qui se battent pour leur liberté. C'est modeste, c'est évident, c'est des choses qu'on n'aurait même pas besoin, qu'on ne devrait même pas avoir besoin de dire, je pense. Mais voilà, merci, et de faire figurer mon, et je le répète, banal et modeste parcours aux côtés de celui de Sarah, c'est peut-être ce qui me fait le plus plaisir dans cette matinée, à part le fait d'être là, avec plein de gens que j'aime beaucoup, dans la ville où je suis née, de l'autre côté du fleuve. Ce qui n'empêche de dire, c'est quand même une des plus grandes cinéastes documentaristes de notre temps, ça je l'assume, et qui a ouvert la voie à énormément de jeunes cinéastes, parce qu'elle a une façon de travailler. Vous avez vu ses films sans doute, qui est complètement étonnante, et c'est pour ça que je faisais la comparaison avec ça. Je pense que, oui, merci. Ce que je voudrais dire pour le cinéma documentaire, c'est qu'il a
Il y a une boîte à outils. Il y a une boîte à outils dans le documentaire. Quand j'enseigne, j'utilise beaucoup ce terme. On a des outils. On a l'archive, on a l'interview, on a le cinéma direct, de filmer sans intervenir sur le réel. On a la mise en scène du réel. On a la voix off. On a beaucoup d'outils. Je vois Karima, qui est monteuse, rigoler, parce que les monteurs de documentaires, ils passent leur temps à jongler avec ces outils. Et moi, j'aime bien tous les outils du documentaire. Je suis pas... Il y a des puristes du cinéma direct, il y a des gens qui ne travaillent qu'avec des archives, avec du found footage, comme on appelle ça aujourd'hui. Il y a des gens dont tous les films sont accompagnés de voix off, des gens pour qui la voix off est un tabou absolu. Moi non. Selon mon sujet, selon ce que je ramène du marché, je pense qu'il n'y a pas de tabou. Je m'autorise même parfois de faire un zoom. J'ai vraiment pas de tabou, je pense que c'est formidable, le cinéma nous offre plein de possibilités, ce qui fait que j'ai des films qui ne se ressemblent pas, c'est vrai, dans leur forme, même si on me dit souvent quand même, tiens, je suis tombée sur un film au milieu à la télévision, et au bout d'un moment j'ai compris qu'il était de toi, je prends ça comme un compliment, mais j'ai fait des films très différents dans leur forme, effectivement. Mais je ne pense pas que Ziala soit aux antipodes du tout de ce que j'ai fait auparavant. Je pense que c'est... par exemple, dans sa forme, il ressemble beaucoup à Mur. C'est tout à fait... C'est un voyage, un road movie avec des étapes, et dans chaque lieu, on rencontre une personne. Et on reste avec cette personne pendant 5-6 minutes, le temps d'une séquence, et puis après on passe à un autre. On ne revient jamais à un personnage qu'on a déjà vu. Donc pour moi, c'est les mêmes outils. Là où les films sont différents, c'est dans l'émotion peut-être qu'ils véhiculent, parce que Mur parlait de séparation, de la séparation entre Israéliens et Palestiniens, entre Juifs et Arabes en Palestine, et dans ce mur est le symbole, alors que Ziala parle d'un temps où l'idée même de séparation était impensable, puisque nous formions un même corps, juifs et musulmans, au Maroc, au point d'avoir les mêmes saints, de partager, de vénérer les mêmes saints, c'est quand même pas rien. C'est pas que nous vivions ensemble, nous étions les mêmes, c'est autre chose. Moi je ne parle jamais de coexistence, je parle d'appartenance. Nous appartenions à ce pays, et ce pays nous appartenait. Nous en étions les enfants. Voilà. Et l'histoire nous en a arrachés. C'est pas que nous étions venus d'ailleurs pour coexister avec les musulmans, pas du tout. Voilà. Nous avons fait la marocanité ensemble. Voilà. Voilà, je ne sais pas, voilà, c'était un peu en passant du coq à l'âne, mais voilà, s'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. Je sais, là, j'ai l'habitude de commencer, je ne suis pas quelqu'un de la gauche ni de la droite, en fin de compte, mais je commencerai par la droite. Voilà, c'est vraiment dans la tradition. Quelque chose, une résurgence, comme vous voulez. Merci, Monsieur le Président de séance. C'est tout un bonheur d'être devant une Africaine et une Juive marocaine que nous aimons beaucoup. Parce que c'est la première fois qu'elle nous parle de la vie des musulmans, des juifs marocains, comme vous dites. C'est la même chose, comme on dit. Je suis vice-président de l'association Bourgrec, mais aussi vice-président de l'association marocaine de soutien à la lutte palestinienne.
qui a été créée en 1968. Et c'est elle qui traduit le soutien populaire du peuple marocain avec le peuple palestinien depuis sa création, avec toutes les marches que vous avez connues et que tout ce que nous faisons pour ce peuple palestinien comme soutien politique, diplomatique, mais aussi matériel et humanitaire, comme le fait Sa Majesté en tant que président du comité Al-Quds et de l'agence Beit Al-Quds pour les Palestiniens qui résistent à Al-Quds, Jérusalem, comme on dit. Je voudrais partir de ce terme coexistence, appartenance, certains parlent de tolérance, qui n'est pas bien appréciée, à commencer par les juifs marocains que je connais beaucoup et que j'ai plein d'amis juifs marocains, dont Gabriel Manon, que vous connaissez, et plein d'autres de juifs marocains très attachés à notre pays. Je voudrais vous poser la question, est-ce que, avec ce que vous avez fait, et je vous félicite pour votre engagement pour la Palestine, pour Mohamed Derwish, que vous connaissez très bien, vous parlez, est-ce que dans vos projets, pensez à des films documentaires pour des choses qui me paraissent, nous, Marocains, très intéressantes. C'est de faire quelque chose sur le sionisme et le judaïsme. Parce que malheureusement, dans pas mal d'esprits arabes, même marocains, on confond juifs et sionistes. Par certains qui le diffusent partout, et ça dénature complètement la question palestinienne. Alors qu'il y a une grande différence entre sionisme en tant qu'occupation, idéologie, expansionnisme et judaïsme que nous respectons parce que nous respectons les trois religions monothéistes. Et faire quelque chose sur des réfugiés palestiniens, les plus de 6 millions, puisque vous parlez de perdants. Il y a plus de 6 millions de Palestiniens qui ont été expulsés de leur terre en 1947. C'est l'année du partage de la Palestine et la création d'Israël en 1948. Ça, c'est un documentaire que nous attendons beaucoup pour parler aussi de ces perdants, mais aussi de parler de ces juifs qui sont partis. Nous avons vu pas mal de documentaires où des Marocains qui pleurent le départ des juifs, parce qu'ils ont tout partagé. Le voisinage, le commerce, la vie, les marabouts, comme vous dites, les cimetières. Et ça, je pense que c'est très important pour nous si vous faites ça. Et une troisième proposition, c'est sur Jérusalem, sur Al-Quds, qui est la ville sainte et qui est le symbole de la coexistence entre les trois religions. Parce que j'avais l'occasion de visiter la Palestine occupée sur invitation de son président, et j'ai vu de mes propres comment la mosquée de Al-Quds, comment il y a une coexistence entre les juifs, les musulmans et les chrétiens. Je vous remercie encore une fois, Madame Simone, et encore une fois, bienvenue à Salé et à son festival international. C'est peut-être un programme. Oui, je pense quand même avoir traité la plupart des sujets que vous avez évoqués dans plusieurs de mes films, soit l'histoire des réfugiés palestiniens et d'autres, mais je vais continuer bien sûr. Le film que je suis en train de faire actuellement, le portrait de Edmond Amran et le portrait d'un juif marocain qui, comme moi, est un juif antisioniste et qu'il est resté jusqu'à sa mort antisioniste. Et c'est une des raisons pour lesquelles il me paraît important de parler de lui au Maroc, surtout en ce moment, en plus de sa grande valeur littéraire, bien sûr. Donc je pense que ce film parlera effectivement, comme Edmond en parlait très bien, de la différence entre judaïsme et sionisme. Voilà. La tournante. Par contre, si vous avez des producteurs, elle est preneuse. نقول إدريس يعني طلب منك باش ترجم. أولا التحية
المذيعة الوثائقية سيمون. الأفلام ديالها كلهم شفتهم في مهرجان السلام لو الفيلم على الفيلم الأخير زيارته أخيرا في طنجة. كنت في طنجة وفي طنجة شاركتي في الفيلم ديال الزيارة. عندي سؤال فيما يتعلق بالفيلم، واش يمكن نقولوا بأن الزيارة هو نوع من الحنين إلى الجذورك المغربية؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، في مهرجان طنجة المهرجان الوطني للفيلم تم تكريم إيزا جيني من رائدات المخرجات المغربيات اليهوديات على مستوى الافلام الوثائقيه، تم تكريمها في حفل الاختتام، وانت تم تكريمك في حفل الافتتاح في مهرجان سلام. كيفاش تنظري للساجنين؟ شنو هي النقط المشتركه بين الافلام ديالكم، وشنو هي النقط ديال الاختلاف بين الافلام ديالك والافلام ديال إيزا؟ وتحيه لكما حاره. Parler de Isa, qui est une grande amie, que je considère comme une grande sœur, que je vois souvent. J'ai assisté avec honneur à l'hommage qui lui a été rendu à Tanger, qui est bien mérité. Isa a fait énormément pour la préservation de la culture populaire musicale marocaine. On lui en est tous redevables, et elle ne s'est pas du tout occupée, par exemple, que de musique juive. Non, pas du tout. Elle a vraiment recensé l'essentiel de toutes les musiques populaires marocaines dans des films dont certains sont vraiment sont très simples, mais ce sont vraiment des bijoux qui documentent des traditions populaires qui n'existent plus, ou bien qui ont été abîmées, très abîmées. Et vous savez, je dis souvent que le cinéma documentaire, il ne faut pas lui demander de changer le monde, il n'y arrivera pas. Par contre, s'il réussit à le documenter et surtout à garder les traces de choses qui sont en train de disparaître, c'est très important. Ça, c'est notre mission. Et Isa a fait ça formidablement. Et je suis très heureuse que le Maroc commence à reconnaître la valeur de son travail. Et il a été annoncé à cette cérémonie à Tanger que ces archives vont être numérisées afin d'être conservées aux archives du Maroc. Je la connais depuis longtemps, ça fait très longtemps qu'elle cherchait une institution prête à faire ce travail énorme de numérisation qui demande un budget et de la technique évoluée. Elle ne pouvait pas se le permettre elle-même. C'est une dame un peu âgée et il était temps. Voilà. Donc j'espère que ce projet va se réaliser très vite et que tous les chercheurs et les documentaristes marocains, les cinéastes aussi, pourront bientôt avoir accès au véritable trésor qu'elle a assimilé dans un endroit que je connais bien, un merveilleux bureau rempli de bobines de films 35 mm, rempli de trésors. Voilà, ça c'est sur Isa. Votre première question, je l'ai oubliée. Alors, Ziara, vous avez de nostalgie. Moi, je ne suis pas une personne nostalgique, vraiment. Mon rapport au Maroc est un grand amour du Maroc d'aujourd'hui, un grand intérêt pour le Maroc d'aujourd'hui. Je pense que même quand on fait un film qui ne parle que du passé, la caméra, elle filme toujours le présent. Ziara filme ces lieux au présent. Elle filme leur état au présent. Elle filme l'absence. Elle évoque ce qui était, mais ce qu'elle filme, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, à savoir aujourd'hui un pays presque entièrement vidé de ses juifs, et une trace du judaïsme qui est là, un manque, un sentiment de perte qui s'exprime très fortement
dans la parole des gens que j'ai filmés. Il n'y a pas de juifs dans Ziara, tous les personnages sont musulmans. Ce sont des musulmans qui parlent des juifs, et s'il y a une nostalgie, c'est leur nostalgie à eux. C'est cette nostalgie que je rencontre depuis des années. À chaque fois que je viens au Maroc, des Marocains, des musulmans me parlent de leur nostalgie des Juifs. C'est assez incroyable. C'est quelque chose de très émouvant pour nous. Notre nostalgie à nous, je la connais. Ça ne m'intéressait pas trop de faire un film là-dessus, en charge, très bien, et s'en chargeront. Moi, j'aime bien aller vers l'autre. Et c'est la nostalgie que nous avons laissée derrière nous que je suis allée filmer et recueillir dans ce film. C'est la deuxième fois que vous intervenez. Allez-y. Vas-y, allez-y. Ah, il y avait d'autres gens. Oui, excusez-moi. Il y avait une très belle poésie à chez Monsieur dans le ciné-club de Kennedy. C'est vraiment pour moi une très belle découverte parce qu'il n'y a plus de salle de cinéma, mais il y a encore un ciné-club qui a je ne sais pas combien d'adhérents. C'est un vrai ciné-club et qui travaille et qui fonctionne et qui se débrouille en partenariat et tout. La salle était pleine et le débat était formidable et merci d'exister. Voilà. Très honoré par votre témoignage. D'ailleurs, on garde un très bon souvenir du film Ziara qui était à la fois émouvant et poétique et a même suscité un grand débat chez les jeunes cinéphiles de Kénitra. En plus, ça s'est passé un peu en période Covid qui était très difficile. Et avec ça, il y avait un grand public. Donc, moi, ma question, qui est-ce qui laisse cette relation très forte et très intense entre les Marocains juifs et les Marocains musulmans jusqu'à nos jours? On constate que ce soit ici au Maroc ou en Israël. Et une question un peu corollaire, c'est cette transmission de la mémoire. Pensez-vous qu'elle est encore très forte aujourd'hui pour les générations futures? Je ne suis pas vraiment la bonne personne pour répondre à cette question. Je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas historienne. Voilà, encore une fois, je documente ce que je vois aujourd'hui. J'ai des idées, bien sûr, sur tous les thèmes que vous venez d'évoquer, mais je ne me sens pas vraiment légitime pour en parler. Moi, je suis cinéaste, voilà, et je suis documentariste. Pourquoi En plus, ça me paraît tellement évident, bien sûr que les gens sont attachés à leur pays natal. Pourquoi ne le seraient-ils pas? Enfin, je veux dire... Tout cela me paraît parfaitement normal. Ce qui est peut-être un peu différent avec le Maroc. Moi, je connais beaucoup de juifs originaires de différents pays arabes, à la fois en Israël et en France. Ils sont tous attachés à leur pays natal. Les juifs irakiens sont très attachés à l'Irak, les juifs syriens, les juifs libanais, les juifs égyptiens. Ils crèvent d'envie de revoir les lieux de leur enfance ou bien des lieux, voilà. Et je pense que le sentiment de perte des Arabes partout dans le monde arabe existe aussi dans les mêmes pays arabes. Je ne pense pas que le Maroc soit une exception au niveau du sentiment. Là où le Maroc est peut-être une exception, c'est qu'au Maroc, ce sentiment de perte est légitime, il a le droit de s'exprimer. Donc, il s'en donne à cœur joie. Ailleurs, c'est un peu un tabou, pour toutes sortes de raisons politiques et de manque de liberté d'expression sur ces sujets, mais je ne sais pas si vous connaissez des vieux Irakiens de ma génération, pas juifs, hein, ils ont tous été amoureux d'une chanteuse dans leur jeunesse, par exemple. Tous. C'est la première chose qu'ils me disent. Donc c'est pareil. C'est tout le monde arabe qui s'est vidé de ses juifs.
c'est tout le monde arabe qui a perdu une partie de son identité. Et c'est une des tragédies du XXe siècle. C'est un grand mouvement migratoire auquel les chercheurs ne se sont pas encore vraiment attaqués, à mon avis, parce qu'il y a trop d'intérêts partisans. Donc toutes les recherches sont un peu biaisées. On en écrit la conclusion avant de faire la recherche, de tous les côtés. Par contre, le documentaire, il n'a pas à se poser de ce genre de questions, puisque comme je vous dis, il filme l'absence. Il ne filme pas le passé, il filme aujourd'hui. Donc ça, c'est irréfutable. Hein. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي بشار القوي. هو سؤال موجه لكم الاثنين معا مع انني التقيت باستمرار في بحث مختلف. Il faudrait traduire les questions parce que D'accord. Il n'y a pas d'autre. Il faudrait que je me déplace. elle n'est pas là, la traductrice. كنت التقيت بعد قليل في بحث وفاة السيدة المحترمة فبدأ معي مع بعض الدردشة فقلت له حلمك. الحقيقة أنا بغيت نقول هذا الشيء أمام الجميع وسؤال آخر موجه للسيدة سيمون حاول انت في اطار تهيئ فيلمك الجديد عن هذه فرصه بغينا نعرفوا شنو هما الاشياء التي ستعتمدين عليها من خلال هذا الشريط. Le film n'est pas encore fait, j'ai à peine commencé le tournage, il est un peu tôt. Pour le moment, j'en parle avec moi-même. Alors, mon rêve en venant au Festival de Salé, il est en train de se réaliser, c'était de vous rencontrer, c'était de vous présenter un petit peu le cinéma sahraoui, en vous donner envie de continuer de découvrir plus de son œuvre, pas seulement ce film que vous allez voir. Donc ça, c'est deux choses qui sont réalisées. La troisième, c'était de rencontrer Simone, parce que je ne la connaissais pas personnellement, je connaissais son cinéma et que j'ai beaucoup présenté à l'Amérique latine. Et j'étais tombée red dingue devant le mur et j'ai imposé partout, je l'ai fait tout le temps. Et après, j'avais contacté son producteur de ça, il faut absolument que je l'invite. Et moi, on est en train de travailler, c'est pas possible. J'ai pas pu m'inviter à mon là. Ça fait partie de mes envies. Voilà, donc là, je suis très très heureuse Vous pensez de faire un travail tous les deux? Alors non, ça ne sera pas possible parce que je ne suis pas du tout cinéaste. Je n'ai vraiment pas j'ai toute capacité artistique et j'ai une trop grande admiration pour le métier de cinéaste. En revanche, je suis très contente en fait du choix de rendre hommage à Sarah et à Simone, parce qu'elles ont beaucoup de points communs, déjà sur leur manière d'avoir les mains, la thématique claire qui est entre les deux, c'est la défense des opprimés, liberté, mais aussi la liberté d'expression. Et la manière d'aborder le documentaire. Et Sarah, elle est passée du documentaire à court ou moyen métrage, la forme l'importait peu, elle devait s'adapter aux propos et au film. Et ça, cette porosité et cette cité, chaque film a son identité propre. Et je crois que c'est ce que disait. Donc il y avait la thématique qui était en commun, mais aussi la manière d'apprécier et d'aborder le cinéma. Et ça, je trouve que c'était un très très bon choix de les avoir avec l'autre. السلام عليكم. سؤالي لمدام سيمون، بالنسبة للتطورات الحالية في القضية الفلسطينية الإسرائيلية،
والعلاقات الطبيعية تقريبا ما بين مجموعة ديال الدول العربية مع إسرائيل، واش ما كتفكريش تعملي واحد دوكيومونتاري يرجع للقدس وتشوفي لينا أو القصدي لينا الحالة ديال المجتمع الإسرائيلي بالضبط، لأن المشكلة ماشي عند الفلسطينيين، بالعكس عند المتسهيلين اللي كاينين في إسرائيل، وتحاولي ما أمكن يعني بصفتك أنك تدافع عن القضية الفلسطينية، يعني تستغليها الظرفية الجديدة اللي وقعت، وتحاولي ما أمكن تنتصري للقضية الفلسطينية، وربما علاش لا هذا الفيلم الوثائقي يقدر يصنع بحال الدولتين اللي مقدروش الدول يعملوه، ربما الفيلم دوكيومنتير يقدر يعملوه. Je crois, une petite remarque, vous avez pris l'habitude de réceptionner ce type de discours. Il y a une forte demande qui aurait un désir vraiment que les œuvres assimilables au fantasme en fin de compte, et que le cinéaste qui est sollicité de part et d'autre se trouve assez gêné. Oui, on me dit souvent tu devrais faire un film sur ci, tu devrais faire un film sur ça. J'accueille ces suggestions avec tendresse, merci. Mais sincèrement, je pense, je ne suis pas sûre, hein, mais il y a beaucoup de chances pour que je ne fasse plus de films sur la Palestine, parce que j'en ai fait beaucoup. Et j'en ai fait beaucoup à une époque où il y avait peu de cinéastes palestiniens et pour parler de la Palestine. Ce n'est fort heureusement plus le cas aujourd'hui. Les Palestiniens n'ont plus besoin du tout de gens comme moi pour raconter leur histoire. Ils le font très bien eux-mêmes, magnifiquement parfois. Il y a de très grands cinéastes palestiniens, des gens comme Elia Suleiman, de grands talents. Je pense que les meilleurs ambassadeurs actuels de la cause palestinienne sont leurs artistes. Voilà, beaucoup plus que leurs politiques. Leurs artistes ils portent vraiment la cause palestinienne et la posent sur la carte du monde. Donc, je pense qu'il est temps de leur laisser la parole. Voilà. De même que je pense qu'il est temps, par exemple, que les cinéastes hommes laissent un peu la place aux cinéastes femmes pour parler, pour raconter leurs propres histoires. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc, et puis aussi parce que de ma propre évolution personnelle et de par mon âge et de par l'émotion que je ressens depuis une dizaine d'années, depuis que je reviens beaucoup ici, dans ce pays, le Maroc, je me dis de plus en plus, les quelques années qui me restent à vivre, j'ai 67 ans, les quelques films que j'espère avoir encore la force de porter, parce que c'est très difficile de faire des films du genre de ce que je fais. C'est très difficile à financer, c'est très difficile physiquement à tourner, c'est très long à monter. Donc je ne pourrais pas en faire des dizaines encore. Voilà, j'espère pouvoir en faire encore quelques-uns. Et je me dis que je suis peut-être à la bonne place pour justement garder la trace de ce qui est en train de disparaître, de cette relation entre juifs et musulmans au Maroc et dans le monde arabe. Je suis bien placée pour en parler parce que je suis une des rares représentantes de cette espèce en voie de disparition que sont les juifs arabes. Donc c'est peut-être plus important que je remplisse ce rôle-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à faire des films au Maroc. C'est pour ça que j'ai tellement envie de faire ce film sur Edmond. Et j'ai d'autres idées en tête. Et ma solidarité avec la Palestine, elle s'exprimera par d'autres moyens chaque jour que par des films. Elle fait partie de moi. Elle va continuer. Mais les films, je pense que je vais les faire ici.
مرحبا. 3 interventions. فرق زايد. صباح الخير للجميع. J'aurais une question pour Madame Simone concernant le choix du film du choix. Lala Simone. Lala. Lala Simone. C'est Madame Simone. Ah, d'accord. لا. Mais Lala, c'est plus. Lala. Avec grand plaisir. Donc j'avais une question sur le choix du film documentaire. Mais en vous écoutant tout à l'heure, j'ai compris pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce genre de film. Et parallèlement, une question s'impose. Est-ce que la fiction ne vous a pas tenté? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez pensé un jour de faire de la fiction? Autrement dit, pour vous, est-ce que la fiction, elle n'est pas à même de rendre compte de la dimension historique, par exemple, d'un peuple? Alors, deuxième question, brève et directe. J'ai vu votre film, le dernier. D'ailleurs, j'ai vu tout le film que vous avez fait. Mais j'ai vu le film Zia à la télévision. J'aimerais savoir comment est-ce que vous concevez la présentation d'un film dans une salle de cinéma et à la télévision. Merci. Je vais commencer par la fin. Ziara est un film de cinéma. Il a été conçu pour le grand écran. C'est un film de paysage, c'est un film qui a des plans assez longs. C'est un film vraiment conçu pour se sentir petit devant un grand écran. Maintenant, je suis quand même très heureuse qu'il soit passé à la télévision et surtout qu'il soit passé à la télévision au Maroc à une heure, dans une très bonne case, et je saisis cette occasion pour saluer le travail de Leda Benjeloun et de la chaîne de Zem qui vraiment fait un travail exemplaire pour aider et soutenir les documentaristes marocains et pour amener le documentaire en tant que genre cinématographique à part entière et noble et nécessaire au public marocain. Et d'ailleurs cette case a un très grand succès. Certains des films font des taux d'audience absolument phénoménaux. En France même, nous n'avons pas une telle case, nous n'avons plus une telle case documentaire le week-end à une heure de grande écoute. Donc c'est formidable, j'en suis très heureuse. C'est comme ça, ce sont des questions de production. Nous avons besoin pour faire nos films du soutien. On prend le soutien de là où il vient et la bonne vie d'un film tel que Ziara, c'est de sortir d'abord en salle et ensuite que ceux qui n'ont pas pu se rendre en salle au moment de sa sortie le voient à la télévision, et puis ensuite il y a le DVD, et puis il y a la vidéo, l'écran et tout ça. Au Maroc, malheureusement, le film n'est pas sorti en salle, parce qu'il y a d'une part très peu de salles de cinéma, et c'est très grave, c'est dommage, j'espère que ça va changer. Et les salles de cinéma qui existent ne passent pas de films documentaires. Je veux dire, on a essayé de le faire distribuer au Maroc, ce n'était pas possible. L'idée leur paraît complètement saugrenue. Donc il n'est pas sorti en salle au Maroc. J'ai seulement pu le montrer dans des ciné-clubs, dans les instituts français et dans quelques festivals, tel qu'il doit être vu, c'est-à-dire sur grand écran. Voilà. J'ai oublié la question d'avant. La fiction. Non, je suis une très bonne spectatrice de fiction, j'aime beaucoup.
le cinéma en général, mais moi particulièrement, je ne fais pas de fiction, j'ai eu envie d'en faire, je crois que les acteurs me font peur. Voilà, ça m'intimiderait beaucoup de dire à des acteurs ce qu'ils doivent dire, qu'ils doivent faire. Sur un plateau de fiction, le réalisateur est vraiment le bon Dieu. Il recrée le monde, il recrée le décor, il décide de comment les gens sont habillés, de qui va dire quoi, il invente l'histoire. Et moi, c'est trop pour moi, ça. Voilà, je veux pas de Dieu. J'ai besoin, je mets en scène le réel et je le décrypte, mais j'ai besoin que le réel, que ça soit pas moi qui en ai décidé. Voilà. C'est plus facile. Et puis aussi, diriger le metteur en scène de fiction est Dieu aussi, dans le sens où l'équipe en général est assez grosse. Vous arrivez le matin et il y a 70 personnes qui attendent que le cinéaste arrive et dise « mettez la caméra là ». Et moi, l'idée même d'avoir 70 personnes qui m'attendent et de leur dire ce qu'ils doivent faire et où il faut mettre la caméra, ça me terrifie. Voilà. Bonjour, je suis Raja Khairet, journaliste. Ma question à Simone. Simone. Est-ce que vous ne pensez pas faire un film documentaire sur le patrimoine musical maroco-juif, sur les icônes de cette musique comme Zahra Fessia ou Rimond Bedawiya, parce que quand même c'est un patrimoine très riche et qui doit être documenté. Merci. Peut-être, qui sait. Moi, je reviens à l'hommage posthume de Sarah Maldoror, que Dieu ait son âme. Mais vraiment, j'étais très touché. J'étais très touché par le documentaire et surtout la défunte Sarah Maldoror qui a décrit la révolte de la femme qui ne veut pas être un objet et la révolte africaine des peuples africains contre l'ignorance, contre le sous-développement. Et je crois que moi aussi, je rends hommage posthume à cette grande dame et j'espère qu'elle sera un modèle pour les femmes combattantes pour l'égalité, pour combattre aussi le sous-développement et j'espère que la société civile se mémorera de ce documentaire et de cette grande dame. Ceci, je vais parler en arabe parce que la cinéaste, elle comprend l'arabe. السؤال ديالي هو كما يلي: الإنسانية إلى أين؟ فالقضية الفلسطينية والإسرائيلية هي غير محور ديال الدول العضوة، وما نراه اليوم الإنسان يقشعر ويخاف على المستقبل ديال الإنسانية. أين الضمير الإنساني؟ فما يقع باليوكرين طامة كبرى. نحن لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، إنما نفكر في الإنسانية التي نأمل إلى تحقيقها. أولا الحلول الناجعة
لا لفلسطين ولا إسرائيل، دولة فلسطينية دولة إسرائيلية. يعني ما كاينش مشكل لو الدول العظمى أرادت أن تحل هذه المشكلة لحلتها، ولكن اليوم هو أخطر بكثير على أن القوة العظمى يعني ذهبت إلى استراتيجيات أخرى جيوسياسية اقتصادية لا تفكر إلا في مصالحها. أقول لابد من وسائل الإعلام والسينما كذلك يدخلون إلى هذه المعركة لتوعية الشعوب، لأن الشعوب هي التي سوف تحقق آمالها، يعني السلم والسلام، وهذا يتماشى مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. لماذا؟ ليرجع الدول الإفريقية ونادى بفكر ثاقب هو رابح غانيون غانيون، سيتادير لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الفكرية. فهيئة الأمم المتحدة عاجزة كل العجز يعني الآن، فعلى وسائل الإعلام والسياسة والمخرجين يعني أن يتهيئوا نفسهم باش يديروا أفلام للتوعية وكذلك لازدهار الفكر الإنساني. وشكرا. Non, c'était une question. Moi, je vais réclamer au MISCO. Je voudrais poser une question à M. Bandel-Simon. Vous avez parlé donc de la notion de perte qui revient constamment, concernant. Ça m'a rappelé le titre d'un ouvrage de Pierre Bénilla qui a travaillé sur la psychanalyse clinique en expliquant l'absence. Et dans ça, il dit que les gens qui perdent un membre, donc, refusent vraiment d'accepter l'idée qu'il y a eu vraiment perte. C'est ça qui m'intéresse, voir comment le cinéma opère par une sorte de restitution, une sorte de déni, de refus, de vouloir peut-être retrouver, redécouvrir quelque chose qui a été perdu quelque part. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a une notion, même en médecine physique, de douleur du membre absent. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir mal à une jambe qui a été amputée, par exemple. Et il y a quelque chose de ça, je crois, quand les Marocains parlent de leur sentiment d'avoir été amputés d'une part de leur identité, comme si le juif manquant continuait de leur faire mal. Voilà. C'est un peu ce sentiment, effectivement, que j'ai essayé de saisir dans Ziyara, parce qu'il s'exprime parfois avec des mots très simples, de gens très simples, mais il y a quelque chose qui manque. Quoi. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer en utilisant, non pas des archives, il existe des archives filmées des Juifs du Maroc. Il y a beaucoup d'archives qui ont été filmées par les Français, il y a les petits métiers juifs, le départ des Juifs a été filmé de manière un peu pompeuse, reconstitué par l'agence juive, par le mouvement sioniste, des belles images, mais un peu trop mises en scène à mon goût. J'ai vu toutes ces archives, je n'ai pas eu envie de les utiliser parce qu'elles sont filmées par d'autres. Et je vois le regard étranger sur nous. Ouais. J'ai préféré, il y a aussi beaucoup d'images, vous savez, ces cartes postales de femmes juives très belles, jeunes, couvertes de bijoux, des pieds à la tête. Et j'ai toujours l'impression que le photographe s'intéressait plus aux bijoux qu'à la femme, ou à la parure, ou à la robe. C'était aussi souvent des ethnologues français, des coloniaux, ce sont des images coloniales, même si parfois elles sont très belles. Tout cela ne m'inspirait pas du tout.
J'ai quand même utilisé quelques images dans Ziara, une dizaine en tout. Ce sont des images très précises de juifs qui sont encore dans les lieux que je suis en train de filmer. Ce n'est pas des images génériques du juif du Maroc, c'est des images de Debdou à Debdou devant le mur dont il reste un jour maintenant une ruine, par exemple, ou à Ilir, parce que ce sont des images, ce sont des photos de collections particulières, familiales, prises à l'intérieur de la famille ou de la communauté. Voilà, ces images-là me parlent beaucoup plus, même si elles sont pas forcément très bien cadrées, même si, voilà, il n'y a rien de spectaculaire. Et je les fais apparaître de temps en temps pour ponctuer le film comme ça. Et là, j'ai le sentiment de faire revenir ces juifs dans le lieu où ils ne sont plus. Une des manières que j'ai essayé dans la boîte à outils du montage documentaire d'évoquer l'absence. C'est difficile de filmer l'absence. J'ai essayé des petits trucs comme ça pour essayer de filmer l'absence. Très dur. Je laisse la Catherine pour clore, remercier l'assistance, bien sûr, remercier Merci, cher Brice, merci, monsieur. On va laisser Lala Simone et Lana Mouchka aller déjeuner, puis vous aussi, parce qu'il y a un film à 3 heures quand même, il ne faut pas l'oublier. Et on se retrouvera demain matin, parce que tous les matins, avec mon ami Brice, on va, comme d'habitude, essayer de nous faire partager avec les cinéastes qui sont présents et de vous entendre surtout sur les films. Donc, bon après-midi à tous, bonne soirée, bon appétit aussi. Au revoir. Merci beaucoup.